Dans les quartiers nord, au moins une personne connaît une victime ou un proche d'une victime, tu vois. T'as beaucoup de tes proches de ton entourage qui sont tombés. Ah, énormément. Des jeunes que j'ai connus dans le quartier ou des voisins, le fils d'un ami, c'est quelque chose de courant, moi je les compte plus. Tout en bas, tu as le guetteur, au-dessus, tu as le charbonneur. Le guetteur, il doit guetter pour pas que les flics arrivent pour protéger le charbonneur. Puis après, tu as le coupeur, le ravitailleur. Au-dessus, tu as le gérant et tu as le grand patron. Mais un gars qui est tout au bas de l'échelle, qui est donc guetteur, il gagne combien par jour? Il gagne entre 100 et 150 euros par jour. Il est en première ligne. Combien se sont pris des balles? Ce jeune-là est à l'abandon. Je lui envoie un message pour lui dire que sa copine de 17 ans venait de se faire rafaler. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Ils font Marseille. Je vous rappelle le principe de l'émission. Toutes les semaines, je reçois des figures, je reçois des personnalités de la ville de Marseille. L'occasion de discuter avec eux des grands débats politiques, des grands débats de société, des grands débats du moment. Et aujourd'hui, je reçois précisément Mohamed Benmedour. Avec Mohamed, on va discuter du sujet du narcotrafic, qui est un sujet brûlant aujourd'hui, mais aussi de la vie dans les quartiers nord de Marseille. Mohamed est une figure assez emblématique de ces quartiers, puisqu'il est éducateur et médiateur depuis déjà de nombreuses années. Ce sera l'occasion de passer en revue tous les sujets qui concernent la vie dans les quartiers. Je vous rappelle que cette émission, elle est disponible sur YouTube, bien sûr, mais on est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles vous pouvez nous suivre. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux où on publie notre actu. On est aujourd'hui plusieurs milliers de followers, alors que ça fait tout juste un mois qu'on est lancé. Donc vraiment, je l'ai déjà dit dans la précédente émission, mais merci, un grand merci à tous pour votre soutien et pour tous les messages qu'on reçoit au quotidien. C'est vraiment génial et ça nous donne une force de malade pour continuer et pour aller plus loin dans les vidéos qu'on tourne. Merci. Mohamed, merci beaucoup d'être présent. Merci à toi de m'inviter. Pour commencer, Mohamed, j'ai un certain nombre de sujets que j'évoquais avec toi. C'est tous les sujets que je donnais en guise d'introduction. Donc le narcotrafic à Marseille, bien sûr, on va en parler au prisme des événements récents, des événements tragiques qui se sont passés. Mais je voudrais aussi, de manière plus générale, au-delà du narcotrafic, je voudrais qu'on profite de ta présence pour bien rentrer dans le quotidien et de manière à ce que chacun puisse comprendre la vie dans les quartiers, comment ça se passe, parce que c'est pas forcément évident. Avant ça, pour bien contextualiser le sujet et bien comprendre comment tu vis ça au quotidien, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es aujourd'hui, toi, où est-ce que tu as grandi, et après nous rappeler quel est ton métier concrètement et comment tu l'exerces au quotidien? Moi, c'est Mohamed, aujourd'hui j'ai 37 ans. J'ai grandi dans les environs de Marseille. Ça fait quelques années que je vis dans les quartiers nord. Ouais. J'ai habité un peu de partout. J'habite à Fombert, j'ai habité Boulevard National, la Bougainville. Maintenant, je suis au Marronnier, dans le 14e arrondissement. Puis, j'ai commencé un peu à tâter, on va dire, le social quand j'avais 14 ans. Tout jeune? Tout jeune, parce qu'en fait, j'étais boxeur. Ok. Voilà, j'étais boxeur pendant quelques années. Et à travers la boxe, en fait, moi, j'avais eu la chance d'être dans un club qui a inventé la boxe en prison, en fait. C'est eux qui étaient les premiers intervenants dans le milieu carcéral. Donc, c'est-à-dire des cours de boxe donnés en prison? Des cours de boxe donnés en prison. Et en parallèle, ce qu'on appelle le ring dans la rue. Donc, on allait dans les quartiers, on posait des rings de boxe. Ouais. Et on faisait s'affronter un peu les gens, mais avec la boxe éducative. C'est-à-dire qu'il y avait des règles, il ne fallait pas appuyer les coups, il ne fallait pas faire mal, et ceci, cela. Et donc, déjà, j'ai eu ce contact social, déjà, cette fibre jeune. Puis, j'ai eu la chance aussi d'être encadré par des grands frères, dont un qui s'appelle Jamel, qui nous sortait, qui était animateur au centre social. Et c'était notre point de repère. Et puis, j'ai découvert pas mal de choses, en fait, à travers le centre social. Puis, ils nous sortaient, on allait là-bas, on faisait des sentiers éducatifs, on allait à la pêche, on faisait tout et n'importe quoi. C'est la première fois de ma vie que je suis allé en Espagne, c'était avec eux. On avait fait un tournoi de foot et tout. Ma première sortie aussi à la neige, c'était avec eux. On était partis avec un grand carré et tout le quartier et tout. Je me rappelle, parce qu'il y a un ami, le pauvre, qui était avec nous ce jour-là. Il était un peu plus âgé, il est décédé. Il est mort en 2016 de mort violente, quoi, dans le cadre des règlements de compte. Et je me rappellerai toujours de ces moments-là, quoi. Donc, le social assez jeune, tu as grandi là-bas, et après, tu t'es dirigé vers le social d'un point de vue professionnel, c'est ça? Donc, c'est ça, dès l'âge de 17 ans, en fait, j'ai commencé une formation d'assistant animateur, le BAPAT. Je l'ai terminé. Je n'avais pas validé parce qu'il me manquait 2 modules. Puis après, je suis arrivé à l'âge de 18 ans. Il fallait que je travaille
J'ai pas un cursus scolaire énorme, parce que moi, l'école, c'était pas mon truc. J'arrivais pas à tenir en place, en fait. Et après, on a fait des petits boulots. Mon premier travail, c'était déménageur. Après, j'ai travaillé dans la logistique. Après, j'ai eu des périodes un peu de vide, fait un peu des conneries, hein, comme tous les jeunes. Comme tout jeune, quoi, tu vois. Et après, je suis revenu grâce à mon ancien entraîneur de boxe qui m'a proposé un contrat aidé. C'était les contrats d'avenir en 2012. Et j'ai été un des premiers en France à signer ça. C'était François Hollande qui avait initié ce projet-là. Et je suis revenu en fait à la salle de boxe. Je donnais les cours de boxe, je m'entraînais le matin. Donc j'avais repris la boxe. Et à travers les cours de boxe, je recevais tout public. Donc public en situation de handicap, public PJJ, donc les mineurs délinquants. C'était où là ? C'était où géographiquement parlant à Marseille ? À ce moment-là, j'étais à Salon. Okay. Je travaillais sur Salon et je travaillais aussi sur Marseille, mais uniquement pour les accompagnements de jeunes boxeurs le week-end sur les compétitions. Et de temps en temps, il y avait des animations dans les quartiers nord. Et donc là, j'ai continué dans ce domaine-là. Puis mon contrat s'est arrêté au bout d'un an. J'avais terminé mon contrat. Et vu que j'avais touché un peu à certains publics, moi, ça me plaisait, les jeunes. Tu vois, les jeunes un peu en difficulté et tout. Et j'ai commencé à travailler à l'aide sociale à l'enfance la nuit. Donc, j'étais surveillant de nuit. Je surveillais les gamins la nuit dans les quartiers nord. Et à Aix, en fait, j'étais en parallèle. Je travaillais, j'avais une structure où on avait 2 sites. Et à ce moment-là, ça m'a plu. Et je voulais davantage développer l'accompagnement en fait, éducatif et d'être au plus près des jeunes. Donc, avec l'expérience que j'avais acquise durant ces années, la nuit dans les foyers, ça m'a permis d'avoir un petit bagage, entre guillemets, une expérience dans le social. Et j'ai intégré la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, j'étais éducateur en centre éducatif fermé à Marseille pendant 2 ans. Et j'avais que des diables, mais que des diables, tu vois. Et j'ai appris le terrain comme ça. Il y avait des moments qui étaient difficiles, il y avait d'autres moments qui étaient plus joyeux. On a passé de bons moments. Puis après, j'ai vu aussi les inconvénients du social, c'est-à-dire que des fois, le problème, c'est même pas le jeune, c'est l'équipe dans laquelle tu es intégré. Donc c'est compliqué, tu vois, quand tu travailles avec des gens dont tu peux pas trop faire confiance. Tu avais une direction aussi des fois qui était pas très correcte. Et tu te retrouvais des fois seul contre tous. Des fois, tu étais là. Moi, je me rappelle, on n'était que 2 la nuit. On avait 8 gamins, des profils différents. Malheureusement, certains maintenant sont décédés, tu vois. Et donc, mais bon, ça reste des souvenirs quand même. Et suite à cela, après, j'ai voulu... je sentais que j'étais trop cantonné. T'as pas... le plein exercice, en fait. Cantonné dans quoi ? Dans tes fonctions ? Dans tes fonctions, tu es dans un foyer, tu peux pas en fait sortir des murs, tu peux pas faire ce que tu veux, tu vois. Et je me suis dit qu'il faut aller, pour aider ces jeunes-là, il faut aller au cœur du terrain. Sur le terrain, ouais. Sur le terrain, donc dans les quartiers. Et c'est là où j'ai commencé à travailler dans les quartiers en tant que médiateur. J'ai fait plusieurs structures, ça a été compliqué. Ça a été compliqué au départ parce que, comme le 1er septembre 2021, j'avais interpellé le président Emmanuel Macron à la cité Bassès. Puis j'en avais gros sur la patate, quoi. Ça faisait aussi un moment que je voyais des amis, je voyais des petits frères, je voyais des voisins se faire tuer. Événement marquant, hein, c'était le 18 août 2021, tu sais, je rentre chez moi. Et voilà, j'étais en train de manger avec des amis à la maison. Ils partent, 22h, 22h30. C'est quoi, 10 minutes qu'ils étaient partis de chez moi. Et là, j'entends une rafale de Kalash, tu vois. Mais... Quel âge tu as à ce moment-là ? Ben là, c'était en 2021, donc j'avais... Tout récent, ouais. Okay. Ouais, c'était récent, tu vois. Et je comprends ce qui se passe. Je me mets à la fenêtre et je vois parce que, tu vois, je vois les guetteurs qui sautent le mur. J'avais créé du lien avec eux. Tu sais, moi, je suis... Mec, j'ai la fibre, j'ai la fibre, quoi. Même si je suis pas au travail, je vois des jeunes en difficulté ou qui traînent, je vais aller parler avec eux, je vais créer du lien, j'essaie de les raisonner. Je les connaissais, donc j'ai vu sur leur visage, j'étais blême, tu vois, ils avaient vu la mort. Et je leur dis, cassez-vous les jeunes, cassez-vous, tu vois. Et j'ai compris très vite ce qui se passait. J'ai pas voulu me rendre sur les lieux parce que c'est bon, quoi, voir encore... Tu sais, le premier mort, moi, c'était en 2003. C'était un mec du grand banditisme. Il avait pris en plein été, en début d'après-midi,
et ils l'ont bloqué. Ils l'ont pris à coup de fusil à pompe. Il avait plus de tête, le mec. Et déjà, à 14 ans, je suis arrivé sur cette scène de crime, tu vois, et ça m'avait profondément marqué. Tu vois, malgré que c'était un voyou, le mec. Hein, forcément, c'est pas... ouais, mais même, c'est un mort. Voilà, et c'est un mort aussi, c'est un être humain, tu vois. Et donc, ça me rappelle ces genres de trucs-là, et j'aime pas aller sur les scènes de crime, ça me... Faire le croque-mort, ça me, tu vois, ça me désole. Voyeurisme, pas ça, pas... tu vois. Ouais. Concrètement, aujourd'hui, toi, ton job, c'est quoi? Tu m'as dit, avant de commencer l'interview, tu m'as dit éducateur et en même temps médiateur. En fait, ton quotidien, c'est quoi? J'ai une double casquette un peu, parce que je fais un peu d'éducateur sur les foyers et tout, mais je suis aussi je suis médiateur. Ça, c'est quelque chose que j'ai en moi, en fait. Parce qu'on m'appelle le médiateur, parce que même quand je travaille pas, je te dis, je vois par exemple une bagarre dehors dans la rue, je vais m'interposer pour calmer les choses et tout. Et mon travail, en réalité, c'est ce que j'aime faire, c'est d'aller dans les quartiers, au cœur des quartiers, créer du lien avec les habitants, particulièrement avec les jeunes. Avec les jeunes, ouais. Qui sont parfois, certains, sur des points de deal. Essayer de les raisonner, de les comprendre, de leur montrer, parce qu'après, ça, ils le sentent, hein, y a un respect mutuel entre eux et moi. Ouais. Moi, je ne les ai jamais jugés, ces gens-là. J'en ai connu même qui ont commis des meurtres et tout. C'est pas moi de les juger. Je suis ni magistrat ni policier. Et c'est de les accompagner. Souvent, ce que je fais d'ailleurs, pour bien faire connaissance et pour aussi les sortir de leur quartier, c'est que je leur propose des activités. Chaque été, parce que j'ai pas de moyens en fait. Moi, j'ai pas de moyens. Donc chaque été, comme c'est gratuit, j'ai un partenariat avec le Centre Loisirs Jeunes de la Police Nationale. Et c'est des mecs qui sont super, c'est des flics et c'est en même temps des éducateurs. Et ils me sortent les gamins chaque été en bateau, on va faire des balades, découverte du littoral, parce que nos petits jeunes, pour certains, ne connaissent même pas le littoral marseillais, tu vois. Ah ouais, à ce point. Ouais, ils connaissent pas. Donc on les sort, puis après, quand il y a ce lien qui est créé, ça me permet aussi de les accompagner, de les orienter vers des structures d'insertion, vers des employeurs, vers des organismes de formation. Et c'est d'aider ces jeunes-là à avoir un meilleur quotidien, mais pas que. Il y a les habitants aussi, des fois, qui me sollicitent pour des problèmes de logement insalubre, pour des problèmes de ramassage de déchets. Et vu que j'ai mon petit réseau, j'arrive à faire le lien entre les habitants, certaines institutions, certains élus. Ils veulent jouer le jeu, pas tous, tu vois. Mais donc, c'est ça, la réalité. Donc, c'est que tu es sur le terrain en permanence, tu es plutôt avec les jeunes et tu as un rôle à mi-chemin entre l'éducation et l'insertion et à mi-chemin entre la médiation et les différentes institutions pour les jeunes pour les mener vers la réussite. C'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Je suis un peu on va dire le couteau suisse un peu de la misère sociale dans nos quartiers, tu vois. Et puis après, c'est par conviction, tu sais, moi, ça me fait de la peine quand j'arrive dans un quartier, je vois un jeune qui est carrément désœuvré avec sa capuche sur une chaise comme ça en train de guetter toute la journée. Ce petit, tu vois, il aspire à un avenir meilleur. Puis en même temps, s'il fait ça, c'est par dépit parce qu'il a des difficultés, il a eu des décrochages scolaires, il a du mal à trouver un emploi. Sa famille, forcément, il n'est pas issu d'une famille riche. Pour les 90%. On dit souvent, justement, excuse-moi Mohamed, on dit souvent justement que c'est l'exclusion qui amène à ce genre de décrochage. C'est ce que tu constates, toi? Là, tu vois, on parle d'un contexte familial potentiellement compliqué, on parle d'un contexte scolaire particulièrement compliqué. Est-ce que c'est ça le point de départ? C'est qu'en fait, il y a une rupture avec le chemin classique de la société et qui mène du coup au narcotrafic. C'est ça le chemin classique, entre guillemets? C'est ça, en fait, c'est multifactoriel. C'est une addition de... Tu habites dans un logement pourri, ta maman est seule à t'élever, elle fait des ménages, elle a du mal à subvenir à tes besoins. Et puis aussi, toi, tu es là, tu vois sur les réseaux sociaux, à la télé, certaines choses, certains vêtements de marque, des belles voitures. Donc il y a l'argent, il y a l'image de l'argent. Le nerf de la guerre dans la vie, c'est quoi? C'est l'argent. Hein, pour que ça soit le travailleur lambda, que ça soit le chef d'entreprise ou le trafiquant. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et puis, oui, c'est pour l'argent qu'ils font ça, mais pas que aussi. C'est des fois aussi pour avoir une appartenance, tu vois, parce qu'ils se sentent exclus de la société. Ils sont reclus dans des quartiers. Quand ils sortent de leur quartier, on les regarde un peu de travers. Forcément, il n'y a pas des gens bienveillants pour leur tendre la main. Puis quand tu es dans une équipe, tu as un sentiment aussi d'appartenance et de se dire d'avoir une existence. Et c'est aussi pour eux ce qui pourrait leur permettre de réussir socialement. Parce qu'ils savent que dans le monde du travail, vu qu'ils n'ont pas de diplôme et qu'ils n'ont pas de grosses connaissances, avec le travail, ça va être compliqué, ils s'en sortiront jamais. Donc pour eux, c'est de dealer pour
peut-être s'acheter une belle voiture, une belle maison, mais après, ça reste utopique. Ouais, mais il y a presque finalement, enfin, si c'est des gamins ou des minots qui sont déscolarisés, qui effectivement sont sortis du système scolaire, c'est vrai que la voie classique pour aller vers un métier qui va rapporter effectivement beaucoup d'argent, elle leur paraît tellement lointaine que de fait, la marche la plus proche finalement, c'est le trafic, quoi. Ouais. Exactement, parce que des fois, il y en a, ils ont un handicap social, quoi. Je veux dire, aller voir un patron, rédiger une lettre de motivation, un CV, établir des démarches, s'inscrire sur France Travail, et ceci, ça, ils ne savent pas faire. Puis même si nous, on peut leur permettre de les accompagner, c'est pas tous qui vont faire la démarche d'aller voir, tu vois. Il y en a, ils ont honte. Hein. En vérité, ils ont honte de se dire, où il y en a, ils veulent pas se casser la tête, où il y en a, ils se mettent des barrières dans le cerveau en se disant c'est trop compliqué, on va pas y arriver, tu vois. Et donc c'est ça aussi qui amène à ce que ces jeunes ils basculent du côté obscur. Et le problème donc du coup c'est l'image de l'argent, l'image donc du coup de la réussite, mais la réussite elle se fait via l'argent pour ces gamins là. Mais je prends un exemple hyper concret, mais de manière à ce que ça parle à tout le monde. Un gars qui décroche et qui demain rentre dans le narcotrafic au plus bas de l'échelle, puisque je crois, en préparant l'interview, je voyais que il y a quasiment des grades en fait. Tu montes dans les échelons comme tu monterais dans une boîte. Mais un gars qui est tout au bas de l'échelle, qui est donc guetteur, c'est ça? C'est ça. Il gagne combien par jour? Il gagne entre 100 et 150 euros par jour, mais attention, parce que la télé, oui, il gagne des 3-4 000 euros. Non, attends. Il fait 10-11 heures par jour. Donc, ce qui mènerait à avoir un taux horaire de 10-11 euros par heure. Mais attention, le risque, il est énorme. C'est-à-dire que tu es là, tu subis les conditions climatiques, tu dois être à l'affût, parce qu'il y a énormément d'opérations de police. Les flics, ils sont là presque tous les jours. Et puis eux, ils ont le temps, les flics. Hein. Ils sont là, même si tu n'attrapes pas, ils reviendront le lendemain, ils planquent. Puis il est en première ligne, le mec. Et il est en première ligne avec tout ce qui se passe. Combien se sont pris des balles alors qu'ils n'avaient pas un grade élevé dans la hiérarchie du trafic. Donc, tu as vu, tu as plusieurs facteurs qui te mènent à penser que, en réalité, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Quoi. Le minot, là, en l'occurrence, qui est guetteur, est-ce qu'il sait qu'il est dans un comportement déviant? Parce que j'ai écouté une interview d'un gars qui précisément parlait de ça. Et on lui parlait quasiment des discussions comme taux horaire, ce que tu disais tout à l'heure. Et lui, il était là en disant mais je bosse, vous vous rendez pas compte, je bosse. Est-ce que le mec, il a encore conscience qu'il est dans un comportement déviant ou même pas? Lui, il a son job, quoi. Simplement, les deux à la fois, en fait, parce qu'il sait qu'il n'est pas dupe, le petit. Il sait très bien qu'il fait quelque chose qui est contraire à la loi. Tu vois, mais c'est tellement banalisé. Puis c'est un travail. Ouais, c'est un travail, tu vois. Tu as le guetteur, tu as le charbonneur, le gérant, le ceci, le coupeur. Ça, tu peux nous expliquer juste, parce que là aussi j'ai vu l'organigramme, en gros on peut parler d'organigramme. Donc tu as quoi? Tout en bas tu as le guetteur, au-dessus tu as le charbonneur. Ouais, tu as le guetteur. Le guetteur il travaille en lien avec le charbonneur, donc le guetteur en fait il doit guetter pour pas que les flics arrivent pour protéger le charbonneur. Au-dessus tu as le gérant, puis après le charbonneur il fait quoi du coup? Le charbonneur il tient la sacoche et puis il sert les produits stupes quand les clients viennent. Puis après, tu as le coupeur, tu as le ravitailleur et tu as le grand patron. Mais lui, le grand patron, on ne le connaît pas, tu vois. On le voit pas et on ne veut pas savoir qui c'est. On ne veut pas savoir qui c'est, le grand patron. Ouais. Puis moi, mon travail, c'est d'être au chevet de ces jeunes-là, tu vois, de les aider. Et donc, oui, c'est une hiérarchie. Mais après, ce n'est pas non plus une organisation telle que Cosa Nostra ou quoi que ce soit, quoi. On fantasme beaucoup, tu vois. Ouais, non, Cosa Nostra, ça non, mais par contre, c'est une organisation, c'est beaucoup plus comparable à une entreprise, en fait. C'est une petite entreprise, c'est une PME, c'est une PME dans la cité, en fait, c'est tout. C'est ça. Voilà. Là aussi, question sans rentrer dans l'anecdote, mais en préparant l'interview, pareil, je suis tombé dessus. Il y a des rounds de recrutement, comme tu pourrais trouver, avec on vérifie est-ce que tu connais tel flic, comment tu reconnais un baqueux. Ça existe ça aussi? Non, pas seulement. Moi, ça, j'ai pas entendu, mais tu as des annonces. Bon, tout le monde le sait. Sur les tu as quand même des annonces comme les. Tu as une annonce, tu réponds, ou des fois, c'est le copain qui te dit ça te dit pas, je connais, là-bas, il cherche un guetteur, il cherche un charbonneur. Des fois, c'est par recommandation. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est par demande, par offre de
de la clientèle qui demande des produits stupéfiants. En France, on a énormément de consommateurs. Je veux dire, tout le monde fume, quoi, en France. Il y a des millions de consommateurs. Donc, à un moment donné, il faut aussi se poser la question. On parle de répression, mais... Il y a un moment, s'il y a du trafic, c'est qu'il y a des consommateurs. C'est qu'il y a des consommateurs. Ils répondent juste à une demande, en réalité. On parle d'une centaine de points de deal, c'est ça l'ordre de grandeur ? Ouais, à peu près, ouais. Il y a les pouvoirs publics, donc on sait qu'il y a une stratégie de pilonnage où on fait des descentes. Et on n'a pas l'impression que ça soit très efficace, en tout cas en termes de réduction du nombre de points de deal. On a l'impression que tu en tues un endroit qui réapparaît 10 mètres plus loin. Quelle idée tu t'en fais ? Après, oui, c'est compliqué. Les points de deal, ça fait des années qu'ils sont en place. La police, elle fait comme elle peut avec les moyens qu'elle a. Comme je te le disais, tu vois, tu as énormément de consommateurs. Donc, tant qu'il y a de la demande, il y aura de l'offre. Et puis, il y a la misère sociale. Je veux dire, que tu habites à Calis, ou tu habites au Rosier, ou tu habites dans je ne sais quel quartier, parce qu'il y en a maintenant. Tu as des rats au milieu, ta cage d'escalier, ça pue, c'est pourri. Et tu vois presque plus personne. Il y a les services publics qui sont absents. Des fois, je me mets à leur place. C'est bon. Tu dis, franchement, il n'y a rien pour moi. Je vais jobber. Comme ça, je vais gagner de l'argent directement. C'est tout. Et quelle image se font du coup des institutions de la République, des institutions classiques, donc l'école, c'est quelque chose. Ils sont en contradiction par rapport à tout ça, ou juste ils sont en déviance et ça. Ils sont plutôt en déviance. Faut pas croire. Faut arrêter de dire qu'ils sont en contradiction. Ils sont face à l'État. Non. Ils mènent pas de bataille face aux autorités. Eux, ils sont là en fait pour faire du business, pour gagner un peu d'argent et si possible de ne pas se faire choper. Puis après, ils s'en foutent en réalité de la politique. Tu parles, la plupart des jeunes, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne savent même pas ce que c'est la droite, ils ne savent même pas ce que c'est la gauche, le centre. Tu vois, eux, ils sont là juste pour essayer d'espérer un avenir meilleur. C'est ça. Voilà. Et du coup, donc l'image du flic dans cette histoire-là, c'est juste quelqu'un qui vient empêcher de faire du business, quoi, en fait. C'est ça, c'est le jeu du chat et la souris. Ouais, c'est ça. C'est parfaitement ça. Il faut le dire, tu as des jeunes souvent qui jouent le jeu, tu vois. Je me suis fait attraper, tant pis pour moi, je me suis pas fait attraper, tant mieux. Tu as des flics aussi qui jouent le jeu. Tu as certains qui vont être un peu plus virulents que d'autres. Après, moi aussi, quand j'ai assisté à ce genre de scène, en tant que médiateur, et c'est plus fort que moi, tu vois, j'essaye T'arrives à pas prendre parti, toi ? J'essaye de rester neutre. Ouais, voilà, c'est compliqué. J'essaye de rester neutre, tu vois, mais c'est compliqué. T'es entre les flics, les voyous. Ouais. Tu peux pas prendre parti pour les voyous. Tu peux pas non plus prendre parti par les flics. Même si c'est vrai qu'ils représentent l'autorité, ils sont du bon côté, il faut le dire, tu vois. Mais j'essaye d'apaiser en fait les choses. J'essaye de faire en sorte que tout se passe bien. J'essaye un peu de raisonner un peu tout le monde, de dire aux policiers que c'est vrai que c'est pas bien ce qu'ils font. Leur expliquer pourquoi ils font ça. Et d'être le plus, on va pas dire le plus cool possible, mais que les choses se passent bien. Et j'ai aussi le discours auprès des jeunes que c'est un jeu du chat et la souris, de pas rentrer en frontal, surtout pas avec les flics, tu vois, de pas les insulter, de pas tirer des pierres, de pas, de jouer le jeu. Tu te fais attraper, t'as perdu. Tu te fais pas attraper, tant mieux pour toi, mais ça durera pas des décennies. Puis voilà, quoi. Et quand je te disais, moi, pas prendre parti, c'est limite, on peut le voir dans l'autre sens, tu vois. Tu me disais, les mecs, ils sont juste là, ils veulent faire... Et on les comprend, tout le monde a envie de s'en sortir, tout le monde a envie d'avancer dans la vie. Il y a un moment, quand toutes les portes, elles te sont fermées, tu essaies de trouver une solution. Donc, de la même manière, quelque part, c'est presque... Enfin, j'ai envie de dire, les mecs, ils ont fait de mal à personne. Enfin, ils vendent de la drogue, ils essaient de s'en sortir. Peut-être qu'eux, ils se rendent pas bien compte de l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, mais ils essaient juste de s'en sortir, finalement. Y a rien c'est ça, en fait. Ils sont pas... ils sont pas là, attention, c'est pas ce qu'on peut prétendre, t'es pas des cartels avec des mecs armés qui tiennent le truc, que personne ne passe. Non. C'est vrai qu'il y a des checkpoints, mais ça, c'est des fois, on le sait, pour ralentir les flics, mais attention, c'est aussi pour se protéger. Ils font ça, parce que des fois, tu peux avoir une voiture qui rentre dans le quartier, et puis qui va rafaler, et donc c'est un moyen de la ralentir, tu vois. Et puis aussi, un truc aussi qu'on dit pas souvent, c'est que moi, de ce que je vois, de ce que je constate, que
que tu vois, ces petits charbonneurs et tout, ces petites mains du trafic, elles sont pas du même côté, attention. Mais elles sont sur le même piédestal que les policiers. Parce que les flics, on leur demande de faire du terrain, du résultat. On les envoie, tu vois. Ils vont à la Gachon, ils vont au charbon, ils courent après les mecs et tout. Des fois, ils arrivent à les attraper ou pas, tu vois. Et puis, derrière, il faut qu'ils fassent du résultat. Et ils doivent rendre compte à leur hiérarchie. Et en haut de leur hiérarchie, tu as les grands patrons qui, eux, perçoivent des primes. Ben, c'est un peu pareil de l'autre côté chacun aussi, doit tu vois. rendre compte à sa hiérarchie. Voilà, chacun doit rendre compte de sa hiérarchie. Et tu as toujours quelqu'un qui va tirer la gloriole sur l'autre et en tirer des bénéfices. Ouais, d'accord. On parlait tout à l'heure des consommateurs. Toi, ça fait 12 ans, je crois, que tu es dans le social dans les quartiers, c'est ça, 12 ans 12 ans. Depuis 12 ans, est-ce que tu vois une hausse de la consommation et donc du trafic ? On en parle beaucoup à la télé, on dit qu'il y a une explosion, etc. Mais c'est vrai que dans les médias, on entend tout et le contraire de tout. Toi, sur le terrain, qu'est-ce que tu vois ? Moi, depuis mon enfance, ça consomme un peu plus chez les ados. Mais pour moi, il y a toujours eu des consommateurs, quoi. Il y a toujours eu des consommateurs. Et c'est là où il faut se poser la question de se dire que qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que le tout répressif, pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Tu vas pénaliser des millions et des millions de Français qui consomment. Moi, on parle de 5 millions. Je sais pas les chiffres exacts et on les connaîtra jamais. Mais ce qui est certain, c'est que tu as au minimum 1 million de Français qui consomment de manière chronique. C'est-à-dire qui fument un pet tous les jours. Au minimum, hein, un pétard. Après, je te dis pas... Certains doivent fumer plus, et sans compter aussi les drogues dures. Ce que j'allais dire, à la coke, à la canne. Ça, tu vois un changement aussi, parce qu'on entend souvent dire que le cannabis et la coke, finalement, c'est derrière. Maintenant, c'est sur les drogues dures et sur les drogues de synthèse que porte surtout le trafic. Moi, c'est un peu de la connerie, ça a toujours existé. Moi, je me rappelle quand j'étais minot, tu avais des mecs qui prenaient des extas, tu avais des mecs qui tapaient la coke. Avant ça, les anciens au-dessus de nous, dans les années 80, ils s'envoyaient l'héroïne dans les veines. Certains sont morts d'overdose. Puis après, ça s'est éradiqué dans les années 90. Tu as toujours eu une consommation de stupes, quoi. Tu as toujours eu ça, quoi. Donc, pas particulièrement de hausse de la consommation, mais après, sur le trafic qu'il y a derrière, est-ce que... Enfin, en tout cas, donc, s'il n'y a pas hausse de la consommation, il n'y a pas hausse du volume de trafic, mais sur la violence qui va avec, est-ce que là, ça a changé la violence ? La violence, par contre, ça a changé. Moi, le banditisme, ça fait 20 ans que j'en suis témoin, que je le suis. Début des années 2000, pour te faire un ordre d'idée, les morts qu'il y existait de morts violentes, c'était des gars qui faisaient partie du milieu des machines à sous. Ah ouais ? Et du milieu tout court, quoi. Donc c'était le... Mais on en parlait avant l'interview de Jacques Dallest qui était venu. Lui, quand on a évoqué le milieu des machines à sous et de la prostitution, c'était beaucoup plus dans les années 80, je pense. Non, ça a commencé, ça a démarré exactement, les bingos, ça a démarré en 76, à l'époque de Francis le Belge et tout. Ouais. Après, ça s'est démocratisé. Fin des années 90, début des années 2000, c'était là où tu avais eu le plus de flingage sur les machines à sous, sur les mecs qui faisaient les baraques à sous. Après, ça a baissé. Tout simplement parce que les gens se dessoudaient entre eux. Puis après, ils ont été un peu, à un moment donné, quand il y a eu des morts et les gens qui sont rentrés en prison, ça a laissé un peu le terrain. Et après, ils ont compris qu'il fallait se partager le territoire. Donc, tu avais des équipes qui se partageaient le territoire. Après, les machines à sous, c'était pas en soi, c'est quoi ? C'est de la flamme, c'est des jeux. C'est pas quelque chose non plus de... Tu vois, ça fait plutôt mal au portefeuille, mais... Si tu enlèves aussi ce contexte de règlement de compte, pas quelque chose qui est dérangeant. Puis après, il a disparu petit à petit. Il y en a peut-être encore quelques-unes. Mais pourquoi ? Parce que les gens, ils n'ont plus de sous, allez. Maintenant, ils n'ont plus de sous. Le gars, à l'époque, il rentrait, il avait de l'argent, il prenait à boire, il jetait ses pièces sur la machine, boum, il jouait. Ça faisait la queue pour jouer au bingo. Maintenant, les gens, ils n'ont plus de sous. Ils rentrent, ils boivent un café, ils jouent un petit ticket PMU et puis ils se cassent. Tu vois ? Et ça a fait que ce marché, en fait, a disparu. Ouais. Et la violence aussi, parce que tu parlais de violence dans le trafic. Pourquoi ? Parce que c'est devenu aussi la fin des haricots. Il y a 15 ans en arrière encore, tu avais le choix dans la délinquance si tu voulais faire de l'argent.
soit tu faisais les machines à sous, soit tu faisais les... Enfin, pour un certain milieu, attention, c'était pas... tu pouvais faire des cambriolages, tu pouvais faire des braquages, tu pouvais faire de l'escroquerie à la carte bleue, tu pouvais vendre des contrefaçons. Bon, ça se fait encore, mais ça... Voilà, il y avait tout un panel possible de choix pour faire de l'argent de manière illégale. Mais maintenant, avec la sécurisation des titres, avec les caméras, avec les bijouteries qui sont sécurisées, avec les cartes bleues maintenant qui sont devenues presque infalsifiables et tout, tu n'as plus tout ça. Donc, le seul moyen, si tu veux faire des sous dans ce monde-là, c'est la cam, tu vois. Puis plus il y a du monde, et plus il y a de la concurrence, et plus il y a ce qui se passe. Et du coup, donc la violence, c'est qu'il y a plus de violence en quantité, ou c'est que la violence, elle a changé, il y a plus d'horreur, plus ou c'est le profil de la violence qui a changé? C'est tout à la fois, en fait. C'est le profil, c'est les méthodes, c'est les auteurs, les victimes, tu vois. Comme je te le disais, à l'époque, les mecs qui se faisaient flinguer, c'était que des mecs du milieu, du banditisme, qui avaient déjà un certain pédigré. Et maintenant, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Et les victimes collatérales aussi. Voilà, et les victimes collatérales aussi. Et le mode opératoire. À l'époque, tu sais, la Kalachnikov, elle était réservée uniquement pour les braqueurs de fourgons blindés. Parce que ça transperçait le blindage et tout. Et maintenant, tout le monde utilise la Kalash. C'est devenu aussi un phénomène de mode, tu vois. Donc tu dis, la violence, elle a nettement augmenté de manière générale dans ce narcotrafic. Est-ce qu'elle a changé aussi dans sa géographie même à Marseille? On a souvent tendance à dire les quartiers nord, les quartiers nord, les quartiers nord. Bon, c'est 13, 14, 15, 16, les quartiers nord. Là, en attendant, quand on parle de Médic et Sassy, c'est 4e. À côté on n'est pas si loin du centre-ville, on n'est pas si loin. Il y a le Dôme à côté, il y a le conseil départemental. Est-ce que ça a changé de ce point de vue-là aussi? Oui, ça c'est... Après, attention, j'aime pas trop aussi entendre ça, parce qu'à l'époque, déjà, dans les années 70, le bar du Tanagra, 3 morts. La guerre, le Belge, j'en passe. C'était à côté. Voilà, c'était où le Tanagra? C'était en plein Vieux-Port. Hein. Donc, faut pas dire non plus que c'était uniquement dans les quartiers nord. Ça touche l'ensemble de la ville. Après, c'est une question d'opportunité, tu vois. C'est-à-dire que si toi, demain, tu dois tuer quelqu'un, tu vas pas attendre qu'il soit dans le 13e ou le 14e. Si tu as l'occasion devant toi de le flinguer dans un endroit où tu as la possibilité de le faire, peu importe que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, tu vas le faire. Donc il y a ça aussi. C'est pas une histoire de contexte géographique et tout. C'est une question je pense, d'opportunité. Et puis aussi le fait que... C'est vrai, maintenant, tu as des points de deal un peu de partout, hein, donc ça y fait aussi, tu vois. Mais je pense que c'est pas mal que de le dire, franchement, parce que tu sais, on entend souvent dire que la ville est coupée en deux. Et c'est vrai que quand tu es en plein dans les quartiers sud, très souvent on l'entend, et c'est l'argument de base. De toute façon, en gros, l'idée de dire, de toute façon, tant qu'ils se tuent entre eux dans les quartiers nord et que moi je suis pas concerné, tout va bien pour moi. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne est vraiment à l'abri en réalité, quelle que soit la géographie, quelle que soit... Oui, et d'ailleurs, on parle des quartiers... En fait, j'ai l'impression qu'on se rassure en disant quartier nord, quartier nord, quartier nord, alors qu'en réalité... Non, mais en plus on dit quartier sud, quartier des riches, non, c'est de la connerie. Les quartiers sud, tu as des quartiers qui sont en galère, hein. Tu vois, Benza, la Sauvagère, la Caillole, la Cravache. Bon, maintenant, ça va mieux là-bas. C'est des endroits quand même où il y a beaucoup de pauvreté, hein, tu vois. Donc, c'est pas réservé exclusivement au quartier nord. Puis après, c'est vrai que la ville est fracturée quand même, tu vois. Tu as le nord, en gros, c'est la pauvreté, même si tu as des zones pavillonnaires avec... Tu vas sur les hauteurs de Château-Gombert, c'est un noyau villageois. Attention, tu as des belles maisons. Tu as le centre-ville qui est plutôt populaire. Tu as les quartiers sud où c'est vrai que tu as des très beaux quartiers, quand tu vois le Roucas-Blanc, tu vois Bonneveine, etc. Mais tu as aussi des quartiers qui sont moins concentrés. Tu en as moins qu'au nord, mais tu as certains quartiers qui sont assez pauvres. Après, c'est vrai, Marseille, c'est une ville qui offre tous les contrastes, tu vois. Tu passes de la pauvreté au luxe d'un coup, tu vois, selon où tu te situes. Est-ce que tu penses, là, au prisme de l'événement tragique de Médic et Sassy, le frère d'Amine Kessassi, est-ce que tu penses que là, il y a un changement de ce point de vue-là? Parce qu'on parlait des victimes collatérales, typiquement, là, on parle de meurtres d'avertissement, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un changement de ce point de vue-là et que jusqu'à présent, la violence, elle était circonscrite simplement
aux malfaiteurs ou aux gens qui sont dans le trafic, et petit à petit, elle s'oriente au-delà vers peut-être, je sais pas, typiquement des activistes, des gens qui interviennent pour la lutte contre le trafic, potentiellement des politiques, potentiellement des journalistes, après, tous ceux qui sont en lutte contre le narcotrafic. C'est vrai qu'il y a une certaine psychose depuis le meurtre de Mehdi Kessassi, il faut le reconnaître, ça c'est vrai, tu vois, on ne peut pas le nier, on le voit tous les jours à la télé, tu vois. C'est pas un élément nouveau, les victimes collatérales. Avant Mehdi, malheureusement, tu avais Sarah, tu avais Nassim, tu avais Soukaina, tu avais Kauter, et tant d'autres, tu vois. Ça c'est un phénomène qui s'est développé, je veux dire, 3-4 dernières années, tu vois. Mais là, en fait, à Marseille, on se dit... on a atteint le pire. Et à chaque fois, on a un événement qui vient après et qui est encore pire. Et on se dit, en fait, qu'on franchit à chaque fois un palier, mais on n'a jamais atteint un plafond, en réalité. Tu vois on dépasse toujours dans le drame, en fait. Tu vois, c'est toujours de plus en plus dramatique et spectaculaire aussi. Est-ce que toi qui vis au quotidien dans ces quartiers et qui vois donc du coup l'évolution de la situation, c'est vrai que, comme tu dis, on a l'impression que c'est des vagues qui viennent et donc l'agenda médiatique fait que tout d'un coup on en parle énormément et puis après ça se tasse parce que ma foi il y a des élections qui arrivent et puis ça revient parce qu'il y a un événement dramatique, donc ça devient le premier sujet politique et on crée des services spécifiques, on crée des choses spécifiques, bref. Est-ce que vague après vague finalement les choses structurellement elles avancent ou est-ce qu'il n'y a aucune avancée, c'est juste ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient? C'est ça, Marseille c'est cyclique en fait. Marseille, tu as la tempête, après tu as le calme, après la tempête revient, et ainsi de suite. Et puis, c'est vrai qu'on est dans le feu des projecteurs médiatiques depuis des années. Mais là, on parle que de ça, tu vois, typiquement, on parle plus que de ça. On parle que de ça, mais ça va s'estomper, malheureusement, ça va s'estomper. Mais il va y avoir un volontarisme politique pour dire il faut faire ça, il faut faire ça. Ce que je veux dire, c'est est-ce que ces initiatives-là, quand on est justement au pic de visibilité, au pic médiatique, est-ce que les initiatives politiques qui sont prises derrière, elles ont un vrai impact? Ou est-ce que non, pas vraiment? Non, elles n'ont pas un réel impact. Après, oui, c'est vrai que ça met un coup, au trafic de stupes, tu vois. Voilà, ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tapé les flics. Sur certains points, ils ont réduit les chiffres d'affaires, tu vois. Mais pour moi, ils n'enlèveront jamais ça, parce que comme je te l'ai dit, il y a énormément de consommateurs, il y a énormément de pauvreté. Mais du coup, tu penses quoi? Toi, comment est-ce si on devait prendre le problème à la racine, concrètement, comment est-ce qu'on lutte contre le trafic, d'après toi? Mais concrètement, comment on lutte contre le trafic, c'est de s'attaquer à la racine. À la racine de... Donc à la consommation? Pas que. Aux conditions de vie des habitants dans les quartiers, aux conditions d'éducation des jeunes dans nos quartiers, à l'accompagnement de notre jeunesse. On a un système qui est devenu presque obsolète, tu vois. Personne ne s'est posé la question parce qu'en fait, les politiques, eux, ce qu'ils veulent, ils savent qu'ils sont là pour un court instant. Donc, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils fassent une opération de communication. Il faut qu'ils marquent, il faut qu'ils disent on a fait ci, on a fait ça. Ils parlent souvent en chiffres. Ouais. Mais non, en fait, le jour où il y a un politique qui va penser, parce qu'il se dit peut-être que dans 5 ans, je ne serai plus là, il va penser à travailler en profondeur et de manière pragmatique, c'est-à-dire qu'il va se dire, voilà, pour commencer, assurer la sécurité, améliorer les conditions de logement. Il y a beaucoup de logements qui sont insalubres. L'éducation, comment elle est mise en place à l'heure actuelle, et depuis des années d'ailleurs. Pourquoi ça ne marche pas? Comment on peut l'améliorer? Quels sont les principaux facteurs de l'échec scolaire, de l'échec social, et qui va mettre un groupe de travail avec. Et c'est ça aussi le problème, c'est que jamais il concerte. Et d'ailleurs, Amin Kessassi, quand il avait interpellé Macron, et moi aussi, quand j'avais interpellé le président de la République, ce que je lui avais dit plus ou moins, c'est de concerter les habitants. Ça, ils ne le font jamais. En fait, si tu veux réussir, il faut que les politiques se mettent autour de la table avec les habitants, qui prennent du temps. Ça va mettre du temps, c'est sûr. Hein. On ne va pas arriver à la réussite en 6 mois. Hein. Ça, c'est un travail de longue haleine, de fourmi, qui va mettre des années. Tu vois, à se dire comment on peut améliorer le quotidien. Et là, peut-être qu'on aura des résultats. Mais à l'heure actuelle, avec les effets d'annonce et les opérations de communication, ça ne sert à rien. Hein. Pour toi, donc, la répression, ça ne sert à rien du tout. Tu bosserais beaucoup plus sur l'éducation, sur l'accompagnement social, beaucoup plus que sur la lutte contre le trafic lui-même. Ça n'a aucun intérêt. Ben, regarde, on a une politique qui n'a jamais été autant répressive. Va dans les prisons, va au Beaumet, va à Luynes. C'est une honte. Ils sont à 4 par cellule, avec les rats au milieu.
les surveillants pénitentiaires, alors ils sont dépassés, ils font l'assistante sociale, l'éducateur, le maton, le ci, le ça, et ils n'en peuvent plus. Et est-ce que ça sert? Le problème déjà, sur le répressif, c'est qu'on a un gros problème en France, c'est qu'on est là où on est vraiment mauvais, je trouve, c'est sur la réinsertion. Moi, je veux bien que, moi, le premier, je fais une connerie, tu me tapes sur les doigts, je prends la sanction, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il faut réinsérer les mecs. Si tu les réinsères pas, tu les laisses dans leur merde, et quand ils sortent, ils se retrouvent comme ça, une main devant, une main derrière. Le gars, il va pas chercher bien loin. Hein. Le pauvre, il a ses papiers qui sont pas à jour, il a pas un cursus professionnel qui est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il récidive. La légalisation, tu y crois ou pas? Je parle pas de légalisation, moi. Attention. Je parle d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on ouvre le débat avec des médecins, avec des consommateurs, avec des policiers, avec des éducateurs, avec tout le monde, en gros, sur le fait que si demain on autorisait la vente contrôlée de cannabis, est-ce que ça pourrait marcher et comment on pourrait le faire? Le Canada l'a fait, ça marche plutôt assez bien, mais ils ont préparé cette expérimentation, cette légalisation des années avant. Tu vois, moi, je suis allé aux Pays-Bas, j'ai vu des coffee shops et tout. Il y a quelques années en arrière, ça marchait plutôt bien. Je voyais pas énormément de consommateurs dans la rue. Les gens ne fumaient pas dehors, tu vois. Et ils rentraient, ils prenaient leur conso, ils allaient consommer chez eux. Et par contre, en France, j'en vois beaucoup. Des mecs qui fument, des femmes, des fumeurs dans la rue. Et tout le monde fume, quoi, tu vois. Donc, je me dis, pourquoi pas ouvrir le débat sur ça? Mais et est-ce que ce serait pas de déplacer le problème? Parce que du coup, on va légaliser le cannabis et ça va se déplacer sur le problème, sur le trafic qui va continuer sur la coke, il va même peut-être s'intensifier sur la coke. Non, c'est des conneries, les gens ils disent ça, mais c'est n'importe quoi. Bon, t'as des gens qui consomment de tout, le gars il va fumer son pétard, puis il va arriver le soir, il va se taper une autre trace de coke, et si, ça. Non, les consommateurs chroniques et réguliers de cannabis, c'est pas les mêmes consommateurs que la cocaïne, c'est pas les mêmes effets, c'est pas la même, tu vois, tu cherches pas la même défonce en fait. Quand tu fumes, tu cherches à être stone, apaisé, tranquille. Quand tu vas taper une trace, tu cherches à être à 2000, à être, tu vois, c'est pas le même délire. Tu vois, tu vas pas, certains le font, mais c'est pas tous. Rester devant Netflix et te faire des lignes, tu vois. Ouais. Et donc non, c'est pas vrai, ça c'est de la connerie, tu vois. Puis de toute façon, arrivé au stade où on en est, mais pourquoi on n'expérimenterait pas des choses? Puis ça marche pas, tant pis. Dans 1 an, dans 2 ans, on renouvelle pas, c'est tout. Amine et Mehdi, tu les connaissais toi? Tu les connais personnellement? Mehdi, le pauvre, personnellement, je le connaissais pas. Amine, je l'ai connu en fait à travers son intervention à Macron. Enfin, c'est le sort qui nous a amené à nous connaître parce que le 1er septembre 2021, Emmanuel Macron vient dans les quartiers nord pour annoncer le plan Marseille en grand. Moi, j'en avais gros sur la patate et tout, tu sais. Je voyais des petits frères se faire tuer, ça me faisait trop de la peine. Et donc, j'interpelle Macron, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Toi, excuse-moi aussi, Mohamed, je me permets juste. Tu dis des petits frères se faire tuer, c'est quelque chose. T'as beaucoup de tes proches, de ton entourage qui sont tombés. Ah, énormément. Moi, j'ai des jeunes que j'ai connus sur les structures associatives ou dans le quartier ou des voisins. Ou le fils d'un ami. Donc c'est quelque chose de courant. C'est quelque chose de courant. Moi, je les compte plus, tu vois. Puis, c'est quelque chose qui est omniprésent, surtout, c'est vrai, en majeure partie dans les quartiers nord. Et comme j'habite les quartiers nord, au moins une personne connaît une victime ou un proche d'une victime, tu vois. Et ça fait que Amine, ça a été son cas. Donc lui, pour revenir à 1er septembre 2021, il interpelle Macron après moi dans un local associatif. Puis moi, j'avais pas fait attention. J'avais beaucoup de retours de gens qui me disaient « franchement, c'est bien ce que tu as dit au président et tout ». Puis le lendemain, je vois que ça fait la une des médias, etc. Et je vois l'intervention d'Amine. Ça m'avait touché à cette époque-là, tu vois. Je l'avais trouvé très sincère, très poignant et très pragmatique aussi, tu vois. Et donc, je rentre en contact avec lui. Je me dis que peut-être qu'avec ce jeune-là, avec son parcours, peut-être qu'on va faire avancer les choses, tu sais. Et je fais sa connaissance. On commence un peu à militer, essayer de mener des actions, tout ça. Puis après, bon, chacun a pris sa voie parce que moi, je suis resté sur le volet social. Et lui, s'est très vite rabattu sur le politique, tu vois. Mais ça n'empêche pas que... j'ai quand même du respect pour ce garçon. Ça n'empêche pas aussi que j'avais voté
Je lui avais donné ma voix aux dernières législatives. C'est dommage, il avait perdu au deuxième tour. Peut-être que si aujourd'hui il aurait été député, toi, ça serait pas pareil. Tu vois. La politique, toi, tu veux pas. Tu veux rester absolument dans le social. Ta voix, elle est là. Je me suis toujours intéressé à la politique. J'ai toujours suivi la politique. J'ai milité un peu politiquement depuis un temps, c'est vrai, tu vois. Mais mon truc, c'est le social et puis l'univers du politique. Parce que tu penses que ça se joue sur le terrain beaucoup plus que... Ça se joue sur le terrain, puis l'univers du politique, le monde politique, c'est un peu dégoûtant, quoi. C'est un panier de crabes. Ils se font tous la bise, ils se mettent des coups de couteau dans le dos. Un jour, ils sont amis, un autre jour, ils sont ennemis. Puis c'est celui qui a les plus belles paroles, comme elle disait Dalida, les paroles, ben, c'est ça, en fait, la politique. Je pense que si réellement, ben, moi, je vois, des fois, j'ai des résultats. Il n'y a pas besoin de faire de politique, tu vois. Quand tu vas militer sur le terrain, tu vas prendre le problème à bras le corps, tu vas rencontrer les habitants, tu vas solliciter les protagonistes un peu de la situation un peu des quartiers nord, c'est-à-dire que tu vas aller voir un élu, tu vas toquer à sa porte, tu vas dire fais comme ça, ou tu vas voir un bailleur social et tu dis non, mais c'est plus possible, tu vas un peu mettre la pression, militer et tout. C'est comme ça que tu vas faire avancer les choses directement, ou à travers les médias aussi, faut le dire. De fait, tu fais un peu de politique, en fait. Enfin, tu fais pas de politique dans la mesure où tu donnes pas une parole politique, mais comme tu es médiatisé, petit à petit, tu prends le rôle de porte-drapeau de ce mouvement-là, tu fais un peu de politique, en vrai. Je milite politiquement, c'est vrai, mais je n'ai pas réellement d'idéaux. Puis, à l'heure actuelle, je te dis la vérité, je me retrouve pas intégralement dans un parti politique. Et comme je te l'ai dit, ce monde-là, il ne m'intéresse pas, j'aime pas, même si j'ai des amis qui en font. Et je pense qu'en fait, si tu es impliqué, que tu as envie de faire les choses, et qu'il y a une dicton qu'un ami me dit souvent, c'est « l'union fait la force, la misère la divise ». Donc si on est unis, qu'on croit aux choses et qu'on a envie de les faire, sans avoir une étiquette politique ou un mandat électoral, ben, tu peux faire les choses. Ouais, donc quelque chose qui soit beaucoup plus, une action qui soit beaucoup plus de proximité, qui soit beaucoup moins catapultée par le pouvoir national. Est-ce que toi, à ton échelle et dans ton quotidien, tu as un exemple de gamin que tu aurais réussi à sortir de la misère ou qui était peut-être déviant et que tu as réussi à remettre dans le droit chemin? Est-ce que tu as un exemple à nous partager? Bon, heureusement que j'en ai quelques-uns, tu vois. Même si ce n'est pas tout le temps le cas, on ne peut pas sauver tout le monde. Bien sûr. C'est ce que j'aurais espéré faire, tu vois, dans un monde meilleur. Ben ouais, j'ai le cas de gamin qui s'était fait interpeller sur des points stup, qui ont eu la chance après d'être relâchés avec un suivi judiciaire. Ben, le fait de les avoir rencontrés, d'avoir créé du lien avec eux, ben, j'ai pu les accompagner sur des dispositifs de formation. J'en ai un maintenant qui veut être militaire, qui a fait des formations de préparation en sport, en métier de la sécurité, et qui travaille, tu vois, qui travaille à l'heure actuelle. Il fait des petits boulots, et puis peut-être que là, il va devenir militaire, c'est pas sûr. Il est en train de... Voilà. Puis j'ai le cas aussi d'un jeune. Une fois, tu sais, je le voyais en bas de chez moi, il guettait. Puis je voyais qu'il était désœuvré, tu vois, ce minot-là. Et... Quel âge ils ont, ces gamins? Quel âge ils ont, ces gamins? Ça va, généralement, c'est 16, 17, 14 ans des fois, 15 ans, jeune, 18 ans, 19, 20 ans, tu vois. Allez, une tranche de 14, 20, on va dire. Et ce jeune-là, tu vois, il avait pris mon Snap. Et un jour, il m'envoie un message. Tu vois, je raisonnais. Et en plus, il habitait même pas Marseille, le petit, tu vois. Il habitait en région parisienne. Sa mère était malade et tout. Et il était jeté, il était à l'abandon. Et je lui dis, tu vois, écoute, si tu as besoin, je suis là. Fais attention. Fais ton petit boulot là, de guetteur, mais fais attention. Hein. Pense à ta maman. Mais un jour, si tu auras besoin, je serai là. Mais réfléchis. Et n'oublie pas que tu as ta maman et qu'elle a besoin de toi, tu vois, et qu'elle est malade. Et un beau jour, il m'envoie un message. Il me dit, on peut se voir et tout. J'ai un service à te demander. Je dis, ouais, si tu veux, mais ça dépend ce que c'est. Il me dit, voilà, bah, écoute, tu peux m'acheter un billet de train, je te donne 10 €. Billet de TGV, juste pour que je monte dans le train. Et le premier arrêt, c'est Aix-en-Provence. Donc, je prends un billet de 10 €, puis je vais rester dans le train, je monte jusqu'à Paris. J'écoute, j'en veux pas tes sons. Je vais te le payer, ce billet. Prends le billet, tu vas prendre le billet de train, c'est une très bonne décision. Tu t'es fait interpeller, je sais pas combien de fois et tout, tu as de la chance d'être encore dehors. Rentre chez toi, tu vois. Il a pris le billet de train,
Il était dans le TGV. 2 heures après, je lui envoie un message pour lui dire que sa copine de 17 ans venait de se faire rafaler. Tu vois, et moi, pareil, je rentre. Sa copine? Ouais, sa copine, elle était avec lui, en fait, sur le point de deal et tout. Souvent, elle traînait avec lui, tu vois. Ok. Mais donc, il y a des femmes aussi? Des femmes, ouais, des femmes qui charbonnent, hein, tu vois. Enfin, la femme, après, c'est limité. C'est soit elle va se prostituer, soit elle va charbonner, tu vois. Elle est en galère, hein, c'est un être humain, tu vois. Donc, elle a besoin d'argent aussi. Et en fait, je rentre de la plage, comme je dis, et j'entends la rafale de Kalash. C'était quoi? C'était en plein été, tu vois. C'était même pas 20 heures. J'ai compris immédiatement ce qui s'est passé. J'ai pris ma moto, je fais le tour, je suis rentré dans le quartier. Et c'est là où je l'ai vue. La petite, tu vois, elle m'a fait de la peine. Heureusement qu'il y avait les mecs de la cité pour lui apporter les premiers soins, parce qu'elle avait la jambe complètement arrachée. Tu sais, elle s'est pris une rafale de 7,62. Elle avait un trou comme ça dans le talon. Elle avait plus de mollets. Les mecs du quartier lui ont fait un garrot. Ils l'ont maintenue plus ou moins en vie. Ils continuent à parler avec elle pour pas qu'elle s'évanouisse. Tu vois, quand je vois ça, je dis putain. Ah ouais. Et j'envoie un message après au petit jeune et je lui explique. Il me dit, oh, franchement, merci. Il me dit, putain, ça aurait pu être moi parce que j'étais tout le temps avec elle, il me dit. Et peut-être ça aurait été moi et peut-être j'aurais pas eu cette chance-là. Je ne me remercie pas. Si tu n'as pas à me dire merci, c'est toi qui as pris cette décision. C'est pas moi qui ai décidé à ta place. Tu vois. J'espère que maintenant, ta copine, ben, elle va pouvoir se rétablir. Puis après, on l'a plus jamais revue. Je sais pas ce qu'elle est devenue. On m'a dit qu'elle marchait. Bon, tant mieux, je suis content. Et c'est là où tu te dis des fois que, tu sais, ça tient qu'à un fil, des fois qu'à un choix, que, tu vois, une opportunité, ça peut aller très vite en fait. Tu vois, un jour tu es là, un jour tu n'es pas là, tu pars, boum, 5 minutes après, ben, ça tire et tu échappes à la mort. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce jeune, tu sais ou pas? Ben, ce jeune, je suis resté en contact un peu avec lui. De temps en temps, il m'envoie des messages. Ben, il a arrêté les bêtises. Il est dans un organisme de formation, il fait une formation. Puis là, ça fait quelques temps que j'ai pas de ses nouvelles. Je pourrais pas te dire ce qu'il fait maintenant. Mais je sais qu'aux dernières nouvelles, il était dans un dispositif de formation. Génial. Ok. Mohamed, un grand merci d'être venu. J'ai l'habitude de poser une question pour finir cette émission. Qui est-ce que j'invite à ta place pour la prochaine émission? Qui pourrait être intéressant pour les Marseillais? Qui pourrait être intéressant pour les Marseillais? Ouais. Quel que soit le domaine. Hein. Tu peux me dire le ballon, ça marche aussi. Hein. Ce que tu veux. Ben, franchement, j'aimerais bien que tu invites Amine Kessassi. Voilà. On va parler plaisir. de lui, Amine Kessassi. Avec plaisir. Ouais, un parcours très intéressant. Et il a sa place sur ce fauteuil-là. Puis il donnerait espoir aux Marseillais, aux Marseillaises, je pense. On a besoin d'écouter son discours et on a besoin aussi d'un élan de solidarité. On a besoin de sauver nos jeunes. On a besoin de ce genre de témoignage. Ouais. De ce genre de témoignage. Et on a besoin d'espoir pour tout le monde, en fait. Pour les jeunes qui sont dans le narcotrafic, même pour les gens qui sont en prison, qui sont dans le haut du spectre. Il ne faut pas croire que la vie est belle pour tout le monde. Hein. Je veux dire, la réalité, c'est quoi? C'est de pouvoir se balader dans la rue, c'est de pouvoir avoir une copine, c'est de pouvoir profiter de la mer, du soleil. Surtout qu'on a une ville extraordinaire. On a une ville extraordinaire, c'est de pouvoir contempler le paysage marseillais quand on est au pied de notre bonne mer. C'est ça la réalité. Merci beaucoup Mohamed, merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une nouvelle émission très prochainement. Merci à tous.